de la fiscalité pétrolière. Donc le reste de fiscalité qui vient des citoyens, c'est assez ténu, donc il n'y a pas cette relation forte entre le citoyen et l'État qui est, elle, basée sur la fiscalité, sur les impôts que payent les gens. Ensuite, même les impôts directs, c'est-à-dire que les gens payent, sont des impôts retirés à la source. Je peux faire un test, aucun de vous ne connaît son salaire avant impôt. Je peux vous poser la question, chaque fois, vous voulez tout de suite ce que vous recevez. Mais si je vous dis avant impôt, très peu peut-être, sinon presque personne ne connaît son salaire avant impôt. Donc c'est ridicule. Donc il n'y a pas cette relation entre un citoyen qui paie des impôts et un État qui va utiliser ces impôts pour les besoins de la population. Donc ça aussi c'est un autre élément. Et le dernier élément, c'est que l'abondance des ressources encourage la concentration du pouvoir au sommet. Pourquoi? Parce que l'accès au pouvoir signifie l'accès à la richesse d'aujourd'hui et de demain. Donc voilà, si vous voulez, les 6 caractéristiques de ce système politique dans lequel le soutien politique se construit sur le clientélisme autour des réseaux régionaux et économiques. Est-ce une fatalité? Est-ce ça veut dire que n'importe quel pays qui a des ressources naturelles vit cette situation? Non. Le premier pays classé dans l'indice du développement humain, vous savez, lorsqu'on classe les pays, on les classe par le revenu, c'est donc le PIB, et aussi par l'indice du développement. Dans l'indice du développement humain, on ajoute le revenu, on ajoute la situation de la santé et la situation de l'éducation, c'est-à-dire un peu les conditions de vie normales des populations. Or, le premier pays cité, c'est la Norvège, et pourtant c'est un pays pétrolier. Donc ça veut dire que lorsqu'on est dans une situation de ressources naturelles, ce n'est pas fatal que nous soyons dans la situation que nous connaissons dans certains pays d'Afrique et chez nous aussi. C'est dû au fait qu'il n'y a pas justement cette économie de protection et de développement qui, elle, assure les investissements massifs dans les ressources humaines, dans le développement de l'être humain, particulièrement lorsque nous avons que le monde s'oriente un peu de plus en plus vers l'économie du savoir et vers la technologie de l'informatique et des communications. Voilà donc, si vous voulez, je voulais un peu vous parler de quel type de politique économique, mais je pense que ce n'est pas tellement intéressant. Nous allons directement passer à la deuxième partie pour laisser plus d'espace au débat, qui est la question de la politique d'intégration dans une économie mondiale de plus en plus globalisée et où les frontières nationales seront totalement perméables. Si vous voulez, aujourd'hui, nous vivons, déjà, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui, nous vivons le passage à une économie mondiale plus intégrée et plus interdépendante avec ses opportunités de rattrapage technologique, ce qu'on appelle la démocratisation de l'accès au savoir. Aujourd'hui, vous savez que les possibilités d'accès au savoir sont beaucoup plus importantes qu'elles n'ont jamais été. Mondialement, par exemple, le Montreal Institute of Technology, il a pris le nom de MIT, mais ce n'est pas le MIT de Massachusetts, qui forme donc des ingénieurs. Les ingénieurs ne connaissent pas le mur des bâtiments de l'institut où ils sont formés, et pourtant ils ont des diplômes reconnus mondialement. Donc il y a justement une grande opportunité de l'accès au savoir. Et donc cette globalisation va faire que vous avez une opportunité de rattrapage, mais vous avez aussi une menace de contagion, comme ça a été le cas au Mexique en 94-95, au pays du sud-est asiatique en 97-98, en Russie en 98, en Argentine en 2001-2002 et aujourd'hui avec la crise financière internationale. C'est-à-dire, c'est quoi la contagion? Ça veut dire que vous n'avez strictement rien fait pour que vous puissiez être malade. C'est quelqu'un qui est malade à l'autre bout du monde et puis vous êtes contaminé par sa maladie. Donc, que je vais commencer en exposant un tout petit peu que sera l'économie mondiale de demain et vous expliquer assez rapidement, par le biais de la crise financière internationale que nous vivons aujourd'hui, comment nous allons être nous-mêmes impliqués dans cette globalisation. Ce que nous pouvons avancer aujourd'hui, c'est que l'économie mondiale sera de plus en plus caractérisée par les 4 éléments que je vais vous proposer. D'abord, la très forte perméabilité physique et technologique des frontières. Ça veut dire que l'Internet comme rebelle, tout peut passer. Physique,
et technologique. Ça, c'est le premier niveau. Technologique, c'est très bien, physique, c'est moins bien. Mais, ça va. Deuxièmement, la globalisation de la production, du commerce et de la finance. C'est-à-dire que désormais, la production, il n'y aura plus de production dans un pays seulement. Un élément comme la veste que je porte aujourd'hui peut traverser 5 frontières avant d'être livré à la consommation. Donc il y a une globalisation de la production, il y a une globalisation du commerce, il y a une globalisation de la finance. Troisièmement, il y aura la quasi-disparition des made in, c'est-à-dire qu'il ne sera plus pertinent de parler de produits américains, japonais, coréens, lorsqu'il y aura une externalisation poussée, c'est-à-dire la sous-traitance des activités productives à différents offreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je dis, comme il y a une globalisation de la production, ça veut dire que le made in ne sera plus pertinent parce qu'un produit sera, avant d'être livré au consommateur, il passera par plusieurs frontières pour être produit. Décision entre pays. Dans un même pays, on a eu un excès, une forte rémunération du capital au détriment à fond du travail. Lorsque vous rémunérez fortement le capital au détriment du travail, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le problème du pouvoir d'achat des ménages. Parce qu'ils sont sous-payés, donc on va poser le problème du pouvoir d'achat des ménages. La solution, bien sûr, la plus naturelle, ce serait d'augmenter les salaires. Et bien, certains pays ont trouvé un moyen de permettre aux ménages de vivre assez à l'aise sans augmenter le salaire. Par quoi? Par le crédit. Donc on a encouragé le crédit pour permettre aux ménages de consommer. Quand finalement il a un salaire, on va tabler sur son salaire pour lui prêter de l'argent pour acheter une voiture, pour lui prêter de l'argent pour construire une maison, pour lui prêter de l'argent pour passer des vacances. Bien sûr, ceci dans le modèle justement technologique de l'industrie, c'est-à-dire relation banque-client. À la limite, on a dit qu'est-ce qu'on va faire? On s'est rendu compte qu'il y a des pays qui imposent à leur population de l'austérité. Des pays qui dégagent une épargne financière trop importante. Quels sont ces pays? C'est la Chine et les pays arabes exportateurs du pétrole. Quand on va les encourager à déposer leurs réserves en banque de trésor américain. Et donc, ils vont aider justement à donner plus de capacité de crédit au système bancaire américain. Jusque-là, ça marche. Donc voilà des pays qui, eux, sont pauvres, mais qui dégagent justement des surplus en exploitant les ressources naturelles. Bon, les Chinois, au moins, c'est des surplus qui sont des surplus de travail. Donc, on ne peut pas leur reprocher ça, mais bon, ils auraient mieux fait de l'utiliser dans leur pays plutôt que de les en placer massivement. Les pays arabes aussi, exportateurs de pétrole, ont placé massivement l'Algérie, y compris. Donc, on a mis nos réserves en banque de trésor américain. Et donc, à ce moment-là, on a encouragé le système à prêter encore plus. Mais ça a atteint des limites. Ensuite est venue donc troisième phase. La troisième phase, c'est essayer d'utiliser l'informatique et les communications pour pouvoir multiplier à partir d'un premier crédit toute une série de nouveaux crédits. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi je vais emprunter à la banque 100, la banque va mettre une assurance sûrement 100, elle va le placer sur le marché financier, ça devient 200. La compagnie d'assurance va créer une réassurance sur le 100, ça va devenir 300, et ainsi de suite. On a créé des instruments comme l'informatique permet facilement justement ces opérations-là, donc on a multiplié jusqu'au moment où il y a eu justement la crise. Ça, c'est la dimension de la crise spéculative. Et vous avez noté une chose au passage, lorsqu'on atteint la limite des budgets d'information. Et c'est là que commence la deuxième composante, ou le deuxième vecteur de la crise, c'est la crise technologique, justement. Oui, ça c'est le premier élément. Deuxième élément important, c'est que pour mettre en place la régulation qui soit en phase avec la nouvelle technologie, ça va demander un minimum d'une décennie. Autrement dit, pour vous dire les choses plus simples,